hey, stop! Little girl, stop! Look, I need to borrow your hoverboard. Where is he? Here. There! He's on a hoverboard! Get the board! Give it board! Get him! Very familiar about all this. You bojo! Those boats don't work on water! Unless you've got power! Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de la lévitation grâce à la technique des supraconducteurs. Dans le film Retour vers le futur dont vous venez de voir un extrait, vous voyez une petite scène où on voit le jeune Marty McFly s'enfuir devant le colosse Griff. Ce Marty finit par s'emparer de l'overboard d'un enfant et se mettra à glisser au-dessus du sol en avançant. Donc pour ceux qui ont vu le film, l'overboard n'existerait pas réellement, puisqu'il apparaîtrait dans un film de science-fiction. Mais le problème, c'est que ce film avait inspiré pas mal de chercheurs autodidactes qui ont essayé de reproduire dans leurs ateliers la fameuse lévitation de l'overboard. Certains ont réussi à mettre au point des overboards, mais qui flottent à quelques centimètres au-dessus du sol. Et pour obtenir ce résultat, ils se sont servis de la technologie de la supraconductivité. Pour produire un effet de lévitation par la supraconductivité, il faut un socle constitué d'un matériau supraconducteur, comme un alliage de niobium et de titane par exemple, et au moins un aimant. Il faut aussi refroidir le tout. Lorsque l'alliage atteint une température de moins 200 degrés, généralement par contact avec de l'azote liquide, il devient supraconducteur, c'est-à-dire qu'il finit par perdre complètement sa résistance électrique. L'aimant va entrer alors en lévitation car le supraconducteur crée un champ magnétique qui va s'opposer à celui de l'aimant. On appelle ça l'effet Messner. La hauteur de lévitation dépendra alors du poids et des forces magnétiques de l'aimant. À haute température, le champ magnétique pénètre complètement le matériau et il passe à travers. Mais quand le matériau devient un supraconducteur, l'aimant se mettra à léviter. Pour comprendre le phénomène, vous avez un aimant créé autour de lui un champ magnétique qui traverse tout matériau non magnétique comme la pastille noire que vous allez voir dans la vidéo suivante. Quand la pastille noire devient supraconductrice à basse température, celle-ci expulse le champ magnétique. Cela crée alors une force sur l'aimant et le fera léviter. C'est l'effet Messner. Bon, je sais que sans vidéo, vous n'allez pas vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Donc là, je vais vous diffuser une petite série de vidéos en essayant de vous expliquer ce que vous voyez. Effet Messner dans un supraconducteur. Nous allons tester les propriétés magnétiques de ce supraconducteur. Vous voyez, c'est cette pastille noire. Pour ça, on utilise un aimant, c'est la petite pastille métallique, qui n'accroche pas du tout au supraconducteur, ce qui montre que cet objet-là n'est pas magnétique du tout. On va maintenant refroidir cette pastille à moins 200 degrés avec de l'azote liquide. En faisant cela, nous rendons cette pastille supraconductrice, c'est-à-dire qu'elle conduit le courant parfaitement. Et ce que l'on voit apparaître quand elle devient supraconductrice, c'est qu'elle se met à faire léviter l'aimant au-dessus d'elle. Autrement dit, le supraconducteur repousse l'aimant, on appelle ça l'effet Messner, parce qu'il ne supporte plus le champ magnétique. Donc, comme vous venez de le voir dans la vidéo, lorsque on transforme un élément en supraconducteur,
ben, il finit par faire léviter l'aimant qui est au-dessus de lui parce que l'aimant ne supporte plus, du moins le supraconducteur ne supporte plus le magnétisme de l'aimant, donc il va commencer à léviter au-dessus de l'objet qui est en supraconductivité. Bon, maintenant je vais vous faire montrer une série de vidéos qui vous permettront de voir les différentes techniques qui sont mises en œuvre pour permettre la lévitation des skateboards. Bon, qu'on peut appeler overboard puisqu'il lévite à quelques centimètres au-dessus du sol. Bon, je vous diffuse la première vidéo. Un skateboard en lévitation à quelques centimètres du sol. Grâce à ses 4 moteurs circulaires, ce gadget peut se déplacer dans toutes les directions. La batterie ne dure que 7 minutes, mais cela est suffisant pour être transporté dans un univers digne du film Retour vers le futur. Pour flotter en l'air, le skateboard doit se trouver au-dessus de matières conductrices, l'aluminium par exemple, ou encore cette rampe en cuivre. Nous créons un champ magnétique sous le skateboard et ensuite, par induction, mais ça c'est un secret de fabrication, on arrive à créer un second champ magnétique sur la surface conductrice au sol. Architecte de formation, cet inventeur et sa femme travaillent depuis des décennies à concevoir des immeubles pouvant résister aux tremblements de terre. Un secteur où la technologie à l'origine de leur skateboard pourrait bien se révéler utile. Imaginez que lors d'un tremblement de terre, des capteurs puissent détecter les premières vibrations et faire flotter un immeuble tout entier. D'un coup, ça ne secoue plus, le bâtiment est stable, et à l'intérieur, c'est comme s'il n'y avait plus de tremblement de terre. Le couple a financé son invention en levant des fonds sur Internet avec succès. Les 10 premiers prototypes de skateboard ont déjà trouvé preneur malgré leur prix, 10 000 $ la pièce. Mais pour beaucoup moins cher, le grand public peut acquérir un kit et peut-être trouver ainsi de nouveaux usages à cette technologie. This attitude we apply to everything, with a constant desire to do what has never been done before. It's like old stories, old fairy tales, the flying carpet. And this is something close to that flying carpet. Looks very unstable. Going. It wants to go, doesn't it? Making a hoverboard isn't a straightforward process. We have had quite a few ups and downs, because it's normal when you are trying to do something truly innovative. The system doesn't need electricity at all. We just use the superconducting material. We use a permanent magnet, and we use the liquid nitrogen to cool down the superconductor. You just have to keep it cold to have a long hovering effect. The magnetic track has a certain magnetic field configuration, and this configuration is now also present in the superconductor. And when they are cooled down, then this field configuration is frozen in. Then the superconductor stays in this position. It's an art of material science. When I came in, I think it wasn't going in the direction everyone wanted it to go. But when I seen it, I was well excited about it. I was like, I want to have a go. Let's see what it is capable of. Yeah, within a week, we'd progressed loads. We'd gone from just going 5 meters in a straight line to going around the corner as fast as we could, and then we started setting up the jump and making it higher and making the gap bigger, and we progressed quick, really quick. Some of the design elements, like the spindle grille,
and also the bamboo deck of the board. We're almost exactly replicating what's inside the Lexus car. There's the science part of it, and then there's the design and the beautiful part of it where we get to make it look amazing. The feeling of literally no friction and floating on air. It's hard to describe what that really feels like, man, but it's kind of like a science in yourself, innit? You know, you start to break it down. It starts to become less scary and less daunting, more fun. I started skating when I was about 7 or 8. It literally feels like I'm starting all over again from the beginning. Now I'm really like, was born again, and then here's a skateboard, learn it. Superconductivity is a fascinating phenomenon. It's spectacular, but it's complicated. La vidéo que vous venez de voir vous a montré l'overboard Lexus. Et bon, ce n'est pas vraiment un fake, hein, puisque c'est une société qui a mis au point cet overboard à lévitation. Pour tester son overboard volant, la société Lexus avait dû faire construire un overpark. Hein. Bah, c'est un petit, c'est une sorte de skatepark hein, qui permet aux gens qui font du skate de jouer dessus. Donc elle a dû faire construire un overpark en Espagne, près de Barcelone. Et c'est là qu'elle avait tourné certaines de ses vidéos dont vous venez de voir une petite compilation. La planche reste tout de même bridée sur un rail hein, qui n'apparaît pas là. Il est sous des constructions hein, pour ses déplacements. Bah, la technologie employée, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, hein, c'est la supraconduction hein, qui en associant des aimants et des superconducteurs refroidis par de l'azote liquide, hein, dont la température descend en dessous des moins 200 degrés, hein, permet de faire léviter avec ce dégagement de fumée qui la caractérise, hein, parce que la fumée c'est pas du feu, mais c'est le froid produit par l'azote liquide. Hein. Bah, l'autonomie de ces planches lévitation ou de ces overboards hein, est d'environ 10 à 15 minutes hein, de glisse hein, avant de devoir recharger la planche avec de l'azote liquide, hein, puisque le phénomène ne dure que 15 minutes, hein, le phénomène de lévitation. Bah, comme je l'ai dit, hein, le tout n'est pas vraiment facile à utiliser et très peu stable. Hein. Donc pour l'instant, on n'en est encore qu'au prototype, hein, je dirais, parce que ce genre d'overboard sans rail et sans azote liquide ne fonctionne pas. Certes, cet overboard Lexus ne possède pas tout à fait les caractéristiques fantastiques qu'on a vues dans le film Retour vers le futur, mais bon, elle apporte certaines bases théoriques. Hein. Parce que je pense qu'à partir de ce genre de recherche, on va commencer à travailler sur de vrais overboards. Le seul inconvénient avec les supraconducteurs, c'est que l'emploi systématique de gaz pour le refroidissement coûte très très cher. Et même les gaz qui permettent ce refroidissement, comme l'azote sous liquide, sont très très chers. Donc ce problème ne va pas rentabiliser l'overboard. Hein. Donc tant que on n'a pas trouvé des supraconducteurs à température ambiante, et ben, je pense que ces overboards resteront sur les skateparks, hein, puisqu'il faut tout un dispositif pour faire léviter l'overboard. Mais bon, précisons que depuis quelques années, les scientifiques auraient fait certaines découvertes hein, et ont essayé, pour essayer de développer des supraconducteurs qui ne nécessitent pas des températures trop basses. Ben là, je vais vous laisser écouter Jean-Marc Roder qui, lors d'une émission sur Radio Ici Maintenant, il y a quelques années, parlait de ces nouveaux supraconducteurs. Alors
la supraconduction, c'est quoi? C'est que si vous refroidissez certains alliages conducteurs, au lieu de chauffer quand vous mettez des quantités énormes de courant dedans, comme font les câbles de DDF sur les lignes à haute tension, pour ça qu'on met des gros câbles, là, même un tout petit fil, vous pouvez mettre des millions de watts, et même des centaines de millions de watts dedans, comme les électrons ne sont pas freinés par les atomes, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement ordonnés, si vous prenez votre fil de cuivre et que vous le refroidissez près du zéro absolu, le zéro absolu c'est moins 272 degrés centigrades, hein, c'est très froid, ça veut dire que c'est une température où les atomes ne bougent plus. Ils sont immobiles. Au lieu de vibrer, ils ne vibrent plus. Ils se tiennent à carreau, quoi. Ils sont en garde à vous, si vous voulez. Et alors, donc pour chaque métal ou alliage, vous avez une température toujours très froide, à partir de laquelle les atomes ne bougent plus et se calment. Et à cette température-là, eh bien, vos électrons, ils ne heurtent plus rien, puisque les atomes ne bougent pas, et ils passent entre, tout droit. Voilà. En gros, c'est ça, la supraconduction. Et donc, vous pouvez mettre autant de courant que vous voulez, ça ne chauffe pas. C'est-à-dire que votre fil ne va pas fondre. Et même si votre fil a la taille d'un cheveu humain, diamètre d'un cheveu, eh ben, vous pouvez mettre 1000 fois plus de courant que dans une ligne à haute tension EDF. Oui. Et ça passe, sans perte, sans chauffer, sans rien. C'est ça, la supraconduction. Oui. Supra, au-dessus de la conduction ordinaire. Voilà. Et bien, à ce moment-là, réfléchissez. Imaginez les électrons comme des grains d'électricité, hein, en mouvement, très rapide. S'ils ne sont plus freinés, ça veut dire que si vous mettez un fil en cercle, un fil supraconducteur, vous le fermez comme une boucle, vous injectez des électrons dedans, bah, ils tournent éternellement tant qu'il y a des supraconducteurs, puisqu'ils n'ont pas freiné. Ils n'ont pas de raison de s'arrêter. C'est comme un manège où rien n'arrête l'engin. Bon. Par contre, avec un conducteur, comme ils sont freinés, au bout de quelques millionièmes de seconde, eh ben, c'est fini, il n'y en a plus. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous faites une grande bobine de fil supraconducteur, refroidi, donc à moins 269 degrés, dans cette bobine, vous pourrez stocker plusieurs jours. Ce n'est pas éternel, parce qu'il y a d'autres phénomènes qui seraient trop compliqués à vous expliquer, qui font que vous finirez quand même par perdre du courant. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais vous pourrez garder pendant plusieurs jours des milliards de watts. Par exemple, 4 jours de consommation électrique de Paris, vous pouvez le garder plusieurs jours dans une bobine qui fait 1 mètre de diamètre. Et attention, là, je parle des bobines supraconductrices des années 80. Parce que maintenant, en 2004, on dispose de nouveaux fils qui ne sont plus des métaux ou des céramiques classiques, c'est ce qu'on utilisait avant pour les supraconducteurs, qui sont ce qu'on appelle des nanotubes de carbone. Ça, c'est le summum de la technologie humaine. Les nanotubes de carbone, ça veut dire qu'on construit atome par atome un petit tube à l'échelle du milliardième de mètre. Et alors, il y a un laboratoire de Bordeaux, ce n'est pas les Américains qui ont trouvé la solution, c'est les Français, il faut le dire avec fierté. Il y a un laboratoire de Bordeaux qui a réussi à mettre au point une technique de fabrication de ces nanotubes carbone de la longueur qu'on veut. Parce que les Américains faisaient des nanotubes depuis plusieurs années, mais c'était des petits nanotubes qui faisaient quelques centièmes de millimètres de long, vous voyez, et puis quelques milliardièmes de mètres de diamètre. Alors on avait des tas de petites fibres qu'on pouvait mélanger, ça donnait déjà des matériaux très intéressants, très solides. Pour donner un ordre d'idée, on peut atteindre 400 fois la résistance de l'acier. Vous voyez, on est vraiment dans des choses futuristes. Et alors qu'ils vont révolutionner toute notre vie pratique, tout, dans les 20 ans qui viennent. Et alors, mais le problème, c'est que c'était quand même du vrac, hein, c'était de la fibre en vrac très courte. Et une équipe du CNRS de Bordeaux a fait vraiment une technique absolument géniale. Je ne vous l'expliquerai pas parce que c'est des techniques de fabrication en phase gazeuse. Enfin, c'est très très compliqué au niveau de la physique des matériaux. Il faudrait vraiment un cours d'université pour expliquer comment ça se fait parce que là, vraiment, je ne peux pas simplifier l'explication. Mais enfin, sachez simplement que par des techniques très très sophistiquées, à haute température, avec des gaz à haute température que l'on contrôle en charge électrique, ils ont réussi à mettre au point une technique où on peut mettre ces fils bout à bout et faire un fil, une bobine. Et alors, bien sûr, vous vous doutez bien que l'US Air Force et probablement tous les autres labos militaires américains se sont rués sur cette technique française et ont commencé à faire des bobinages supraconducteurs à fibre carbone, en nanotubes carbone, qui ont l'avantage extraordinaire, de pouvoir travailler à des températures beaucoup moins froides que les métaux dont on a parlé. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont maintenant des fibres carbone qui travaillent déjà à moins 90 degrés. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Eh bien, ça va être une révolution. Pourquoi ? Parce qu'à moins 90 degrés, vous n'avez plus besoin de ces gaz rares et très chers comme l'hélium liquide, vous voyez, qu'il faut mettre dans des thermos très compliqués, comme le thermos de votre café, mais en beaucoup plus compliqué, pour garder sa température de ce gaz liquide. Et vous pouvez, à moins 90 degrés, par exemple, vous pouvez utiliser finalement des gaz liquéfiés très ordinaires. Et on pourrait même imaginer, si on grimpe par exemple à moins 60 degrés, ce qui probablement est déjà fait chez les militaires, et sera probablement le cas chez les civils dans les 2-3 ans, avec ces nanotubes, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de gaz de refroidissement liquide. Vous pouvez utiliser des circuits électroniques qu'on appelle les jonctions Peltier. C'est des circuits qui, à partir de courant électrique, fabriquent du froid, mais ils ne peuvent pas fabriquer un froid trop intense. Hein.
les meilleures jonctions Peltier peuvent descendre à moins 50, moins 60 degrés. Mais à ce moment-là, vous pouvez faire un super frigidaire pour refroidir votre bobinage et le rendre supraconducteur avec simplement des petits composants électroniques. Ce qui change le prix complètement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus simple. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, chers auditeurs, nous sommes en train de casser la baraque aux pétroliers. Et pourquoi? Parce que tant que les supraconducteurs étaient des objets de laboratoire dans le civil, ou des instruments militaires dans l'armée extraordinairement chers, compliqués, avec des super réservoirs à hélium liquide, etc., le genre de truc qui est absolument pas à la portée d'un civil, et de monsieur tout le monde, effectivement, je comprends que les condensateurs supraconducteurs, vous savez, qui peuvent stocker l'énergie électrique d'une ville, ben, on disait, oui, ils ont de la chance, eux, ils peuvent se le payer, nous, on ne peut pas. Par contre, avec les nanotubes carbone, comme je vous ai expliqué, qu'on va pouvoir les faire fonctionner en supraconduction à moins 90, voire moins 50 degrés, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va pouvoir faire ces fameux condensateurs supraconducteurs. Alors, je vous rassure, les nanotubes carbone ne sont pas aussi chers qu'on pourrait le croire, hein. C'est-à-dire que justement, cette technique mise au moins par Bordeaux est bizarrement économique. C'est-à-dire que ce sera tout à fait abordable, ce ne sera pas plus cher qu'un circuit électronique de bonne qualité, genre microprocesseur actuel, qui n'a rien à voir en principe, mais qui est dans le même ordre de prix, si vous voulez, de fabrication. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée, avec les nanotubes carbone, en plus, ils ont une capacité de stockage beaucoup plus élevée que les métaux. Ce qui était déjà fabuleux. Stocker 4 jours de consommation de Paris dans 1 mètre de diamètre, c'est impressionnant. Eh bien, de nos jours, le même condensateur pour la même capacité fera la taille d'une petite tasse de café expresso. On n'est pas encore rodé à coudre, mais presque. C'est-à-dire qu'avec des nanotubes carbone, vous pouvez stocker 4 jours de consommation électrique de Paris dans la taille d'une tasse de café. C'est la taille du bobinage. C'est-à-dire un truc de 10 cm de diamètre. C'est hallucinant, non? Et alors là, c'est pas pour vous faire planer avec les techniques militaires, parce que ça, c'est une technique civile. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite faire passer dans le civil. Parce que les labos civils, là, sont au même niveau que les militaires. Et l'intérêt, c'est que là, je vous en supplie, si vous êtes vous-même écologiste un peu engagé, ou si vous avez des amis écologistes, expliquez-leur ce que je vous explique. Parce qu'ils ne rêvent plus avec les capteurs solaires ou les éoliennes, ça marche effectivement, mais c'est inapplicable pour les hautes énergies. On ne pourra pas alimenter même un bourg de 100 000 habitants, il faudrait un champ d'éoliennes qui boufferait la moitié des cultures de la région. Et qui en plus serait très polluant d'ailleurs, mais polluant sous forme visuelle et sonore. Et puis tuerait les oiseaux migrateurs, vous voyez, plus sûrement que les chasseurs. Ça, on ne parle jamais de cet aspect des choses. Par contre, ce qui est formidable, c'est que comme maintenant nous avons ces fameux condensateurs supraconducteurs à très haute capacité, et maintenant pas trop chers, pas dangereux parce qu'on n'a plus besoin de gaz à moins de 260 degrés, qui est quand même un truc assez délicat à manipuler, parce que si ça rentre en ébullition, ça fait un peu l'effet d'une grenade, hein. Là, c'est plus le cas. Parce qu'à moins 90 degrés, les gaz de refroidissement à cette température ne sont pas dangereux. Et à moins 50, on peut le faire électroniquement, le refroidissement. Donc, maintenant que nous avons ça, et cette technique est mûre, je vous promets, on pourrait la mettre en service en 5 ans industriellement pour le civil. 1. Il n'y a plus aucune excuse à ne pas rendre électrique dans les 10 ans à venir la totalité des véhicules. Sans attendre les énergies qui sont tout à fait authentiques. Énergie du vide, les systèmes à surunité, les systèmes Pantone pour le carburant, tout ça marche très bien. Seulement, vous savez très bien que, sortis des expériences d'amateurs individuels qui fabriquent eux-mêmes ces systèmes, vous savez très bien que ces systèmes sont tellement révolutionnaires parce qu'ils contredisent la physique quantique et la physique relativiste, qui effectivement est fausse, mais enfin là, il serait trop long d'en parler, je ne vais pas provoquer inutilement. Donc, effectivement, ils la contredisent à juste titre, et justement à cause de ça, là, on touche au Vatican des sciences. Donc il faudra peut-être 20 ou 25 ans pour que les mentalités changent, en œuvrant dur. Même si c'est tout à fait juste, ça marche, etc. Et je suis moi-même un fervent défenseur, vous le savez, de ce genre de technique. Mais il ne faut pas rêver, il faudra au minimum 25 ans pour que des industriels acceptent de les produire en série. Ça arrivera, mais c'est long. Alors je dis, en attendant, on ne va pas laisser notre belle planète souffrir de ces cochonneries d'énergie anthropique consommable. Et je dis, là, n'écoutez pas les industriels qui vous parlent des piles à combustible, etc., parce que les piles à combustible ne sont pas polluantes. C'est vrai, une pile à hydrogène n'est pas polluante, mais ce qu'ils ont oublié de vous dire, ils se gardent bien de vous le dire, c'est qu'on ne peut pas les produire en série parce qu'elles utilisent les métaux les plus rares connus dans l'univers, et que si jamais on en produit ne serait-ce qu'1 million, on va manquer de ces métaux sur Terre. Alors comme on n'en est pas encore à avoir des Nostromo cargo interstellaires qui vont les chercher dans l'étoile voisine, ça viendra peut-être un jour, pour le moment on n'en est pas là, il n'est même pas question de faire des piles à combustible
rentable en grande série, même si Volkswagen, Mercedes, Renault en font fonctionner en proto qui marche merveilleusement bien. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est que l'avantage avec la supraconduction, et ça, personne ne vous le dit, alors que là on est dans la physique classique, hein, vous avez vu, c'est la physique du XVIIIe siècle. Les matériaux existent, comme je vous l'ai expliqué. Avec ça, on peut transporter des mégawatts. 500 mégawatts, c'est ce que produit une centrale nucléaire. Hein. Eh bien, imaginez que nous ayons une centrale, par exemple, hydroélectrique. Mais il se trouve que les points hydroélectriques sont peut-être, par exemple, à 3000 km de chez nous. Vous transportez, par exemple, 6 mois de consommation d'une grande ville comme Marseille, vous pouvez la transporter dans un camion de 35 tonnes avec ses bobinages supraconducteurs. Comme on transporterait du fioul dans un réservoir. C'est extraordinaire, non? Ça veut dire que, par exemple, si on veut utiliser du solaire en attendant les énergies libres et tout ça, eh ben, on fait des champs de capteurs dans le désert du Kalahari, là, où vous avez tout au plus un lézard ou un serpent tous les 3 km, donc vous n'allez pas nuire aux animaux. Au contraire, ils seront contents parce que les capteurs leur feront de l'ombre. Ça leur fera de l'humidité, ça leur donnera plus d'eau. Vous mettez, alors là, si vous voulez, vous mettez 100 km² de capteurs si ça vous amuse. Entre les capteurs, vous mettez des éoliennes géantes parce qu'il peut y avoir du vent dans ces déserts, vous voyez. Et à ce moment-là, le problème, c'était comment on transporte le courant électrique. Par des lignes à haute tension, vous perdez 90% du courant sur le trajet en 10 000 km, hein, c'est clair. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Alors vous me dites, oui, mais on pourrait faire des câbles supraconducteurs. Le problème de ces câbles supraconducteurs, c'est qu'ils peuvent être sujets à des sabotages. Vous savez que maintenant, quand même, sur le trajet, il y a toujours des gens qui n'aiment pas trop, c'est un peu comme les pipelines, vous voyez, ils sautent, bon. Et en plus, ce sera quand même très cher encore dans l'état actuel, tant qu'on n'aura pas des supraconducteurs à température ambiante. Pour ce genre de transport, vaut mieux attendre. Par contre, vous le chargez dans des bobines, vous avez un avion cargo qui décolle et qui amène les bobines dans le pays de votre choix. Et je vous dis, par exemple, disons 10 bobines, alors en carbone, cette fois-ci de 1 mètre de diamètre, pas nos petites bobines pour 10 bobines comme ça, vous alimentent 10 villes pendant 1 an.